L'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est une entrée en matière incroyable quand on y pense. Absolument. C'est avec cette phrase, ce paradoxe fulgurant, que Jean-Jacques Rousseau ouvre son essai de 1762 du contrat social. C'est d'une puissance. Ça claque encore aujourd'hui. Tellement. On va donc plonger ensemble dans ce texte qui est fondamental. L'idée, c'est de comprendre comment Rousseau essaye de nous sortir de ces fers, comment on peut bâtir une société juste où l'autorité ne serait pas l'ennemi de la liberté. Et pour faire ça, on va vraiment suivre son raisonnement pas à pas. On va s'appuyer sur des extraits du livre pour voir comment il déconstruit les idées de son temps pour ensuite proposer sa solution. Une solution radicale. Complètement radicale. Le fameux pacte social. C'est un vrai chemin de pensée qu'on va refaire ensemble, du problème jusqu'à sa résolution. D'accord. Alors, par où on commence? Rousseau part de ce constat un peu déprimant, la liberté c'est naturel, mais la servitude est partout. C'est ça. Et il dit une chose assez curieuse. Il ne cherche pas à savoir comment on en est arrivé là, mais comment on pourrait rendre cette situation légitime. Ça surprend un peu, non? Ça surprend, mais c'est vraiment la clé de sa démarche. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est de la philosophie politique. La question, ce n'est pas comment a-t-on perdu notre liberté, mais plutôt Mais plutôt sur quelle base on peut fonder une autorité qui ne soit pas juste de la tyrannie. exactement. Et pour ça, il commence par un grand ménage. Il va démolir toutes les fausses justifications du pouvoir qui circulaient à son époque. Et sa première cible, c'est la plus évidente, le droit du plus fort. Ah oui, la loi de la jungle, en gros, celui qui a le plus gros bâton a raison. Une idée qu'il ne réfute pas seulement, il la ridiculise. Il la pulvérise, avec une ironie mordante en plus. Il explique que la force, c'est un fait, une puissance physique, mais ça ne peut jamais être un droit. Jamais. Céder à la force, c'est un acte de nécessité ou de prudence. Si un bandit me menace au coin d'une rue, je lui donne mon portefeuille. C'est prudent, ce n'est pas un devoir moral. Bien sûr. Il a cette phrase géniale. Convenons donc que force ne fait pas droit. Si la force créait le droit changerait à chaque fois que quelqu'un de plus fort apparaîtrait. Le mot droit n'aurait plus aucun sens. D'accord, donc la force c'est réglé. Mais quid d'un argument plus subtil? L'idée qu'on pourrait choisir de ne plus être libre, de se vendre, soi ou tout un peuple à un maître. C'est le deuxième grand mythe qu'il attaque. Et là, c'est un point absolument crucial. Pour Rousseau, c'est juste impossible. Un tel acte serait, je cite, illégitime et nul. Pourquoi? Son argument est simple et puissant. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, à son humanité. C'est renoncer à ses droits, mais aussi à ses devoirs. C'est un acte de folie. Et la folie ne peut pas créer de droit. Et c'est un argument d'une force incroyable contre toute forme de tyrannie. On ne peut pas consentir à sa propre servitude. Exactement. Il pousse la logique jusqu'au bout. Un individu, à la rigueur, peut se vendre comme esclave pour survivre. Mais tout un peuple, pourquoi un peuple ferait ça? Pour la sécurité? C'est l'argument classique. Mais que se passe-t-il si le roi leur prend tout et les envoie à la guerre? Il dit, avec son ironie habituelle, que le roi, loin de nourrir ses sujets, tire sa propre subsistance d'eux. Pour lui, les mots droit et esclavage sont incompatibles. Ils s'annulent. Et il va même plus loin. Il démolit aussi l'idée que le droit de la guerre justifierait de réduire les vaincus en esclavage. Oui, parce qu'il change complètement la perspective. Pour lui, la guerre, ce n'est pas une affaire personnelle entre des hommes. C'est entre des États. Voilà, c'est une relation d'État à État. Les soldats ne sont ennemis qu'en tant que soldats, pas en tant qu'hommes. Dès qu'ils déposent les armes, ils redeviennent de simples individus. Le vainqueur n'a plus aucun droit sur leur vie. Donc le droit d'asservir ne peut pas découler du droit de tuer. La logique est implacable. Bon alors, si l'autorité légitime ne vient ni de la nature, ni de la force, ni de la guerre, d'où est-ce qu'elle peut bien venir? Eh bien, il ne reste qu'une seule option, et il le dit très clairement, restent donc les conventions. Le fondement de toute autorité légitime doit être un accord, un pacte, un contrat. On y arrive. Et c'est là qu'il va formuler le problème central que ce contrat doit résoudre. Et c'est un vrai casse-tête. J'imagine. On doit créer une autorité, mais sans perdre notre liberté. Comment il formule ça? Alors, je cite parce que c'est magnifique de précision, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, D'accord? et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Waouh. Ça semble être la quadrature du cercle.
S'unir à tout le monde, être protégé par tout le monde, mais au final n'obéir qu'à soi-même. Comment c'est possible? La solution de Rousseau est à la fois radicale et d'une logique imparable. Elle tient en une seule clause. Il faut bien s'accrocher. On s'accroche. L'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Attendez une minute. Aliénation totale. Le mot fait un peu peur. On donne tous nos droits, sans réserve. Ça ressemble plus à la recette d'une dictature qu'à un pacte de liberté. C'est là qu'est tout le coup de génie de Rousseau. Il y a 3 temps dans son raisonnement. Premièrement, comme l'aliénation est totale et sans réserve, la condition est la même pour tout le monde. D'accord. Personne n'a donc intérêt à rendre cette condition insupportable pour les autres, puisqu'elle s'appliquerait aussi à lui-même. C'est une garantie d'égalité. L'égalité comme garde-fou, je vois. Deuxièmement, et c'est le point décisif, en se donnant à tous, on ne se donne en réalité à personne en particulier. On ne se soumet pas à un roi ou une assemblée, mais à la collectivité qu'on forme tous ensemble. Il n'y a plus de rapport de domination d'homme à homme. C'est ça. On crée un corps moral et collectif. Et la volonté de ce corps, c'est ce que Rousseau appelle la fameuse volonté générale. La volonté générale. Il faut faire attention à ne pas la confondre avec la volonté de tous. Ah, absolument. La volonté de tous, ce n'est que l'addition des intérêts égoïstes de chacun. La volonté générale, elle, vise l'intérêt commun, le bien de la communauté. C'est en obéissant à cette volonté qu'on devient vraiment citoyen. Et le troisième temps du raisonnement, alors? C'est que ce qu'on perd d'un côté, on le regagne de l'autre avec un donus. On perd notre liberté naturelle, celle de faire tout ce qu'on veut, qui n'est limitée que par notre propre force, mais on gagne la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale. Et la protection de toute la communauté. Voilà, on gagne la protection de toute la communauté pour nos biens et notre personne. On échange notre petite force individuelle contre une part de l'immense force collective. D'accord, je vois mieux la mécanique. Ce corps politique qu'on vient de créer, cette entité qui exprime la volonté générale, c'est donc ce que Rousseau appelle le souverain. Précisément. Et attention, le souverain chez Rousseau, ce n'est pas un roi. Le souverain, c'est le peuple lui-même, assemblé, en tant qu'il fait la loi. C'est un principe fondamental. Et de là découlent des caractéristiques importantes de la souveraineté. Oui, deux surtout. Elle est inaliénable et indivisible. Inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas la donner ou la déléguer. Exactement. Le peuple ne peut pas dire à un parlement « Tenez, voici ma souveraineté, faites les lois à ma place pour les 5 prochaines années ». Non, on peut déléguer le pouvoir d'appliquer la loi, mais pas la volonté de la faire. Et indivisible? Indivisible, ça veut dire qu'on ne peut pas la découper en morceaux. Un peu de législatif ici, un peu d'exécutif là. Pour Rousseau, c'est une fiction. La souveraineté est un tout, c'est l'expression de la volonté du corps politique tout entier. C'est une vision très exigeante de la citoyenneté. Et c'est dans cette logique qu'on arrive à l'une des phrases les plus célèbres et les plus controversées de tout le livre. Ah, la voilà, la fameuse phrase. Il dit que si quelqu'un refuse d'obéir à la volonté générale, on peut l'y contraindre, ce qui ne veut rien dire d'autre sinon qu'on le forcera d'être libre. C'est la phrase qui a fait couler le plus d'encre. Là, il faut qu'on s'arrête. C'est peut-être la phrase la plus glaçante de tout le livre. Forcer quelqu'un à être libre. C'est un oxymore terrifiant. On pense aux pires régimes du XXe siècle qui ont justifié leurs crimes au nom de la vraie liberté du peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Il faut absolument la replacer dans son contexte pour ne pas faire de contresens. Pour Rousseau, il y a 2 types de liberté. Il y a la liberté naturelle, Celle de l'état de nature? voilà, faire tout ce que nos pulsions nous dictent. Il dit que c'est l'esclavage de nos appétits. Et il y a la liberté civile, celle qu'on acquiert avec le contrat. Et celle-là, c'est, je cite, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. D'accord. Or, la loi est l'expression de la volonté générale. Et comme nous sommes tous membres du corps politique, la volonté générale est aussi en partie notre propre volonté. Donc, obéir à la loi, c'est obéir à une partie de soi-même, la meilleure partie, celle qui pense au bien commun plutôt qu'à son intérêt immédiat. C'est exactement ça l'idée. Quand un citoyen refuse d'obéir à la loi, il suit son impulsion égoïste plutôt que sa volonté de citoyen éclairé. Le forcer à obéir à la loi, ce n'est donc pas l'asservir à une volonté extérieure. Mais le forcer à être cohérent avec son propre engagement de citoyen, le ramener à sa vraie liberté. C'est une idée très forte, mais on voit bien à quel point elle peut être dangereuse si elle est mal interprétée. Et cette idée que la souveraineté ne se délègue pas, ça l'amène à une critique au vitriol du système représentatif, comme celui de l'Angleterre de son époque.
une critique d'une férocité absolue. Il écrit cette phrase célèbre: Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Et après, c'est fini. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Pour lui, c'est simple. À l'instant où un peuple se donne des représentants, il abdique sa liberté. La volonté ne se représente pas. C'est fou de lire ça aujourd'hui, alors que tout notre système repose là-dessus. Ça voudrait dire que des choses comme les conventions citoyennes ou les référendums sont au fond des tentatives très rousseauistes. C'est une excellente connexion. Ce sont des tentatives de redonner la parole directement au souverain, au peuple, sans le filtre des représentants. C'est tout à fait dans l'esprit de Rousseau. D'accord, le peuple est le souverain, il fait la loi, il ne délègue pas sa volonté. Mais concrètement, au jour le jour, qui s'occupe de faire appliquer les lois, de gérer l'administration? Le peuple ne peut pas être en assemblée permanente. Et c'est là que Rousseau introduit une distinction capitale, souvent mal comprise. La différence entre le souverain et le gouvernement. C'est fondamental. Le souverain, c'est le peuple qui veut, qui décide des lois. Le gouvernement, qu'il appelle aussi le prince, c'est la machine qui exécute. Le gouvernement n'est qu'un ministre, un officier du souverain. Il n'a aucune légitimité propre. On pourrait prendre une analogie. Le souverain, le peuple, serait le conseil d'administration d'une entreprise. Il fixe la stratégie, les grandes règles. C'est une excellente analogie. Et le gouvernement serait le PDG et son équipe. Ils sont là pour appliquer la stratégie au quotidien, mais ce ne sont pas eux qui la décident. Et si le conseil d'administration n'est pas content, il peut les renvoyer. Exactement. Pour Rousseau, le drame de toute politique, c'est que le PDG finit toujours par vouloir prendre le contrôle du conseil d'administration. C'est très clair. Et il analyse ensuite les différentes formes que ce PDG peut prendre. Oui, il les classe de manière assez classique. D'abord, la démocratie. C'est quand le peuple est à la fois souverain et gouvernement. Pour Rousseau, c'est presque un idéal inaccessible. Il n'y croit pas trop. Non, ça ne pourrait fonctionner que dans un tout petit État, avec des gens très vertueux. Il a cette phrase célèbre: « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. » Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Il n'est pas très optimiste, en somme. Après, il y a l'aristocratie. Oui, quand le gouvernement est confié à un petit nombre. Il pense que la meilleure forme est l'aristocratie élective, où le peuple choisit les plus sages et les plus compétents pour gouverner. C'est le système qu'il semble préférer. Et enfin, la monarchie. Là, il est beaucoup plus critique. Il reconnaît que c'est le système le plus efficace, le plus rapide, mais c'est aussi le plus dangereux. Le risque est permanent que la volonté personnelle du roi écrase la volonté générale. Il a des mots assez durs. Très dur, il dit que les rois choisissent rarement des gens compétents, mais plutôt de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigants. On sent presque son mépris. C'est une critique d'une modernité cinglante. Et quel que soit le gouvernement choisi, il identifie une sorte de maladie incurable, une tendance inévitable à la dégradation. C'est ça. Il appelle ça le vice inhérent qui, dès la naissance du corps politique, ne cesse de tendre à le détruire. C'est-à-dire, C'est l'idée que tout gouvernement, par nature, a tendance à vouloir augmenter son propre pouvoir au détriment du souverain. C'est une pente naturelle, inévitable, qui mène à terme à la mort du corps politique, à la tyrannie. c'est un pessimisme terrible. C'est comme s'il disait que toute république contient le germe de sa propre destruction. Est-ce qu'il propose des remèdes pour au moins ralentir le processus? Oui, des remèdes, pas une guérison. Le seul moyen, c'est de réaffirmer constamment l'autorité du peuple. Il préconise des assemblées populaires fréquentes, régulières, fixées par la loi. Des moments où le pouvoir du gouvernement est suspendu. Exactement. Pendant ces assemblées, le peuple redevient le seul maître. Il propose même que chaque assemblée commence par voter sur 2 questions. 1. Est-ce qu'on garde la forme actuelle du gouvernement? Et 2. Est-ce qu'on garde les mêmes personnes pour l'administrer? C'est une sorte de reset permanent. C'est ça, une façon de rappeler au gouvernement qu'il n'est qu'un serviteur. En résumé, le chemin qu'on a parcouru est vertigineux. On est parti d'un homme enchaîné. Rousseau déconstruit tout, puis rebâtit un État juste fondé sur un contrat. Un contrat volontaire. Dans cet État, la liberté, c'est obéir à la loi qu'on s'est donnée à soi-même. Mais, et c'est le grand avertissement, cette belle mécanique est d'une fragilité extrême. Constamment menacé par l'égoïsme et la soif de pouvoir du gouvernement. C'est une synthèse parfaite. Et ce qui est fascinant, c'est que plus de 250 ans après, ces questions sont toujours au cœur de nos débats. Absolument.
Est-ce que nos lois expriment vraiment une volonté générale? Quel est le vrai lien entre gouvernants et gouvernés? Quand on vote, est-ce qu'on exerce notre souveraineté ou est-ce qu'on l'abandonne? Le contrat social est un miroir incroyablement puissant. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question pour que la réflexion continue. Rousseau martèle que la souveraineté ne peut pas être représentée, que l'idée même de député signe la fin de la liberté. Alors la question qui se pose à nous, aujourd'hui, dans nos sociétés qui reposent entièrement sur la représentation, La question est, que reste-t-il de la liberté telle que l'a rêvée Rousseau? Sommes-nous condamnés à être, comme il le disait, des Anglais esclaves dès le lendemain des élections?